Bienvenue pour cette conférence consacrée à la géniale thérapie génique, puisque la thérapie génique ne cesse de se développer et ses indications ne cessent de se diversifier. Un seul chiffre, l'an dernier, les autorités sanitaires américaines ont autorisé 41 médicaments de thérapie génique ou cellulaire. Et donc pour évoquer ce sujet, ces espoirs tout à fait formidables, nous avons le grand plaisir d'accueillir Raphaël Chiron, qui est chef d'équipe mucoviscidose adulte, responsable de l'essai de thérapie génique pour la mucoviscidose au CHU de Montpellier. Je vous en prie, bienvenue, installez-vous, on vous applaudit bien évidemment, ainsi que Anne Galli, directrice de recherche à l'INSERM. Anne Galli est également directrice du laboratoire ART-TG et Grand Prix 2023 de l'Académie nationale de pharmacie. Bienvenue à tous les deux, et les échanges vont être animés par Olivier Hertel, le journaliste santé du Point. Olivier, la géniale thérapie génique, nous allons parler avec vous et vos invités des espoirs pour aujourd'hui et demain. Merci beaucoup, merci à tous. On va peut-être commencer avec vous, Anne, sur... c'est quand même une science qui est assez complexe, on va le dire, mais on va désamorcer tout ça et on va expliquer tout ça simplement. Qu'est-ce que c'est que la thérapie génique, de manière simple ? Alors, je vais essayer d'être simple, effectivement, pour simplement dire que la thérapie génique, c'est une nouvelle approche médicinale qui consiste à traiter des maladies avec des gènes ou des morceaux de gènes, donc ce qui est très nouveau, et pour soit apporter une nouvelle fonction aux cellules, donc un transfert de gènes, un apport de gènes, mais on peut également réguler, inhiber, remplacer ou même maintenant corriger en fait le code génétique avec des approches de thérapie génique. Donc c'est effectivement quelque chose qui repose sur des connaissances qu'on a accumulées depuis plus de 50 ans sur l'utilisation de virus, sur la culture de cellules, sur l'ADN, le séquençage d'ADN. Tout ça a culminé il y a à peu près 25 ans où en France on a fait la première démonstration mondiale que la thérapie génique c'était pas juste une expérience de laboratoire mais ça pouvait marcher chez l'homme et avoir un bénéfice thérapeutique. Donc c'était le cas des bébés bulles qui ont été traités à l'hôpital Necker. Et depuis, on a une accélération, dans ce domaine-là, de l'application en fait de cette approche-là pour traiter un grand nombre de maladies avec des stratégies très très différentes. Si on prend le concept le plus simple, c'est en gros on a un gène qui fonctionne pas bien parce qu'il a été muté, il a un peu changé sa structure, son code entre guillemets, pas son code, mais et on va essayer d'aller jusque dans la cellule et dans le noyau de la cellule en amenant le bon gène pour, on l'a vu tout à l'heure, fabriquer la bonne protéine qui, elle, est fonctionnelle, quoi. Tout à fait. L'application, on va dire, phare de la thérapie génique, c'est ce qu'on appelle les maladies génétiques, en particulier les maladies monogéniques, où effectivement, une mutation est responsable, en fait, d'un déficit fonctionnel du gène et donc en fait créer une maladie. Donc on apporte une copie normale du gène pour rendre en fait la fonction à la cellule et du coup avoir un effet thérapeutique. Alors, ça c'est le cas le plus fréquent. Justement, Raphaël, là vous allez parler d'un cas emblématique puisque vous travaillez sur la mucoviscidose, c'est justement un cas typique de contrôle par un gène d'une maladie qui pose quand même pas mal de problèmes, quoi. Tout à fait. La mucoviscidose est assez emblématique sur le plan scientifique d'abord et médical, mais également emblématique sur le plan historique. Alors sur le plan médical, vous l'avez dit, c'est une maladie qui est monogénique. Donc il y a un gène, et le jour où on a découvert ce gène, on s'est dit on va découvrir le traitement. Donc une vraie cible identifiée, donc c'est exemplaire. Et puis sur le plan historique, en 1989, on a trouvé le gène et depuis près de 2000 essais thérapeutiques sur la thérapie génique en France, dans le monde. Près de 10% concernent le domaine de la mucoviscidose, où c'était un vrai laboratoire, parce qu'on avait identifié l'anomalie, parce que c'est une maladie qui est grave, et parce qu'il y a une organisation aussi internationale autour de cette pathologie qui a permis
très rapidement de faire des essais thérapeutiques. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on le verra, hein, mais la thérapie génique n'est pas encore sur nos ordonnances. C'est vrai que en ça, c'était un cas emblématique parce qu'on avait un gène, une maladie, un gène défectueux, une maladie. Donc on pouvait faire tout de suite le lien de causalité et se dire, ben là, la thérapie génique, ça devrait pouvoir marcher. Alors, pour le moment, ça ne marche pas encore. Par contre, je crois que vous êtes impliqué dans un essai thérapeutique avec une thérapie génique qui démarre un petit peu. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots ? Alors, effectivement, il y a plusieurs essais thérapeutiques qui sont du domaine de la thérapie génique. Et la thérapie génique, c'est certes l'ADN, hein, comme on a pu le voir, mais aussi la thérapie de l'ARN. Et puis aussi la thérapie des oligonucléotides. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que les oligonucléotides ? Alors, c'est une partie de l'escalade de l'expression de la protéine. On a vu que dans le noyau, il y a un ADN. C'est notre code barre qui va fabriquer la protéine. Heureusement, il y a l'ARN qui va être cette photocopie, qui va permettre de protéger l'ADN dans la cellule et de s'exprimer essentiellement en dehors du noyau. Donc c'est vraiment l'ARN qui va fabriquer la protéine, quoi. C'est l'ARN qui va permettre la fabrication de la protéine. Et les oligonucléotides, ce qui est très intéressant, il y a plusieurs essais thérapeutiques, dont un à Montpellier, et c'est d'apporter des nucléotides, donc des fragments de ces barres de code. D'accord. Et du coup, on va permettre de corriger des anomalies et de rendre fonctionnel l'ARN messager et donc la production de la protéine. Donc c'est très innovant. Donc ce sont des essais pour l'ARN, des essais en phase 1 et 2, dont 2 essais sont réalisés à Montpellier. Et sur le plan de l'ADN, on est capable aujourd'hui d'apporter de l'ADN dans les cellules. Et donc là, c'est de la vraie thérapie génique. C'est l'étude lenticulaire qui est en phase 1. Très peu de patients sont inclus au monde, donc on participe à cet essai thérapeutique à Montpellier. Il y a Necker également. C'est de la phase 1. Hein, donc, ce qui est étonnant dans cet essai, c'est peut-être le mode d'administration aussi, parce que on s'attend, quand on parle de thérapie génique, à des injections, enfin quelque chose d'assez compliqué. Alors là, le mode d'administration, je pense qu'on peut l'expliquer assez simplement. Oui, et c'est toute la difficulté. Le mode d'administration est par aérosol pour traiter les bronches. Donc ça va générer toute la discussion de est-ce qu'on veut ne traiter que les bronches, hein, donc ça n'est pas la panacée non plus, mais c'est une inhalation, quelques minutes d'ADN avec un virus, mais on peut avoir d'autres véhicules, peut-être que Anne pourra nous en... Oui, alors ça, avant de rentrer là-dedans, il faut juste qu'on l'explique, Anne, peut-être le rappeler, c'est-à-dire quand on fait de la thérapie génique, il faut un véhicule pour aller jusque dans le noyau. C'est ça, c'est une des grandes difficultés finalement de la thérapie génique, c'est comment amener un morceau d'ADN ou de gène dans les cellules, puisque justement les cellules ont tout fait pour protéger leur propre génome et faire en sorte que justement ils ne soient pas infectés. Donc on utilise justement plusieurs stratégies, mais ce qui se révèle être le plus efficace encore aujourd'hui, c'est d'utiliser des virus comme finalement des postiers, des transporteurs. On va donc en fait ingénierer par donc ingénierie génétique des morceaux de virus. Alors on prend justement ce qui intéresse, c'est-à-dire un morceau, par exemple, de l'enveloppe de l'un, un morceau de la capside de l'autre, etc., pour reconstituer des objets qui vont avoir les propriétés de pouvoir pénétrer dans les cellules qui intéressent et de livrer leur cargo au sein du noyau pour justement que ce médicament de thérapie génique puisse faire ce qu'il doit faire à cet endroit-là. Alors, pourquoi on utilise des virus ? Parce que naturellement, c'est leur job, en fait, de rentrer dans les cellules. Exactement. Le virus est un parasite, finalement, qui a évolué pour, justement, dans son cycle de vie, optimiser, justement, toutes sortes d'éléments pour pouvoir se propager et délivrer, en fait, son propre génome. Tout le génie de l'ingénierie génétique, c'est d'arriver à détourner cette fonction au service de la thérapie génique, quoi. Donc, aujourd'hui, on a une boîte à outils qui est assez spectaculaire, qui est faite, effectivement, d'outils viraux recombinants. On appelle donc ça des outils viraux recombinants. Donc, on a des
des virus qui sont dérivés des adéno-associés, des tout petits virus qui vont justement aller un petit peu de partout pour livrer le gène. On a également des vecteurs en fait donc de thérapie génique qui sont dérivés par exemple du virus du VIH. Alors évidemment c'est pas le virus du VIH en lui-même, c'est juste une certaine partie de ce virus. Et alors donc d'une façon générale, ce qu'on fait, c'est qu'on ingénierie ces vecteurs en prenant les composés, mais surtout pas évidemment les éléments pathogènes et surtout pas les éléments qui conduisent à la réplication de ces vecteurs. Donc ça fait partie en fait des études de sécurité qu'on applique en thérapie génique, c'est de vérifier que les outils qu'on utilise ne sont pas dangereux et ne sont pas pathogéniques. On utilise des virus qui sont débarrassés de toute leur virulence. En fait. Exactement. Alors par contre, on a également maintenant de plus en plus une panoplie d'outils qui est non virale. On a quand même réussi à dompter maintenant un certain nombre d'objets chimiques. On fait donc, et notamment d'ailleurs grâce à la pandémie Covid, où on a vu se développer des vaccins ARN qui étaient délivrés par des particules nanolipidiques. Et en fait, maintenant, les technologies pour fabriquer ces particules ont explosé. Elles sont maintenant disponibles quasiment dans tous les laboratoires. Et donc, effectivement, il est possible de fabriquer des petites particules qui vont envelopper en fait de l'ARN ou de l'ADN. Et on peut utiliser ça effectivement pour le délivrer dans les cellules. Mais ça reste encore adaptable à certaines approches, notamment pour justement délivrer de l'ARN qui permet certaines stratégies de thérapie génique. Pour d'autres, les virus restent quand même effectivement les outils de choix. Mais maintenant, on en a vraiment de plus en plus, donc on a une panoplie vraiment très élargie. Mais on a justement des limites et c'est important de le dire parce qu'on évalue justement en phase 1 la tolérance de ces vecteurs. Et c'est très complexe et on a eu beaucoup d'essais qui ont échoué à cause soit de l'inefficacité, soit de la toxicité du vecteur. Et pour le coup, donc on sait que c'est un virus, on sait qu'il est inactivé, mais très clairement, il y a toujours un mécanisme d'immunogénicité ou de réaction inflammatoire, en tout cas, après l'inhalation de ce type de vecteur. Donc il faut dealer avec pas trop d'inflammation, mais quand même une incorporation de l'ADN, et là est tout le challenge scientifique. C'est pas aussi simple que ça, et d'ailleurs, l'objet de la phase 1 de l'essai clinique, c'est d'abord de s'assurer qu'il n'y a pas de toxicité. Pour l'efficacité, on regardera dans les phases suivantes. Exactement. Et on verra après sur plus en plus de monde, et voir si donc il y a encore un parcours assez long jusqu'au médicament, quoi. C'est la préoccupation principale. Voilà. Les phases précoces des essais thérapeutiques, les phases 1, c'est avant tout d'être sûr que le médicament ne va pas nuire. Ouais, c'est ça. Donc, c'est d'abord cette réponse que l'on attend. Ce n'est pas une réponse sur l'efficacité, même si, bien sûr, on regarde ces effets. Je vais peut-être préciser quand même qu'en thérapie génique, dans la mesure où on s'adresse souvent à des maladies rares, voire ultra rares, et qu'on traite aussi des fois, donc c'est ça l'intérêt aussi de la thérapie génique en une seule fois, on a besoin parfois de faire des approches en fait qui vont être relativement définitives. Je pense par exemple justement au traitement de maladies sanguines ou de maladies immunologiques où on va apporter des cellules souches sanguines génétiquement modifiées pour remplacer celles du patient. Donc on est obligé de donner par exemple de la chimiothérapie au patient pour enlever ses propres cellules souches et ramener des cellules autologue mais corrigé. Ça, on peut pas se permettre de faire en fait une phase 2, une phase 3, etc. On le fait en une seule fois. Si ça marche en fait. Et donc en fait, on a des processus justement de développement de médicaments dans ces thérapies géniques qui est un tout petit peu innovant et différent du médicament classique où on peut se permettre de faire des phases progressives. C'est ça qui est assez vertigineux avec la thérapie génique, c'est que dans la plupart des cas, l'idée c'est un traitement. Voilà, un seul traitement. Et c'est définitif. La maladie, du moins avec le recul qu'on a aujourd'hui, la maladie a disparu. Mais alors justement, dans le cas de la mucoviscidose, c'est un petit peu particulier et c'est ce qui fait que c'est un petit peu compliqué aussi. Il y a quelques obstacles. Alors, Anne, on peut parler des obstacles liés précisément à cette maladie ? Juste parce qu'on en a parlé un petit peu, mais effectivement, une grosse difficulté de la thérapie génique, c'est de délivrer en fait le vecteur de thérapie génique exactement là où on veut. Sans off-target, comme on dit. Dans le cas particulier de la mucoviscidose, et si on veut traiter effectivement, par exemple, les bronches, pas les bronches, mais l'épithélium pulmonaire, il faut y accéder. Donc, on a ce problème, effectivement, soit par nébulisation, de se retrouver confronté à la barrière naturelle du mucus,
Ou alors, si effectivement on passe par une voie, mettons, intraveineuse, c'est qu'on va pas aller seulement dans le poumon, mais on va aller partout ailleurs. Et peut-être que c'est utile, mais peut-être qu'on veut pas avoir un effet, par exemple, de livrer un traitement de la mucoviscidose dans les cellules du foie. Donc justement, il y a énormément de travaux actuellement en thérapie génique qui consistent à essayer de voir comment on peut maîtriser en fait cette délivrance, en sachant que en fait parfois c'est tellement facile de passer par la voie intraveineuse et on peut utiliser du coup des vecteurs qui ont un tropisme un peu plus fort, par exemple pour le muscle, pour le foie ou pour, mettons, aussi les neurones. On peut arriver maintenant à aller avoir un traitement des motoneurones. C'est le cas par exemple de l'amyotrophie spinale. On peut faire un traitement par voie intraveineuse avec un vecteur qui va avoir un effet sur les motoneurones. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont à mettre en œuvre, à la fois en travaillant sur l'outil et une bonne compréhension aussi de la maladie et de la physiopathologie de la maladie. Alors justement, il faut qu'on parle de la maladie. Comment ça se manifeste? C'est une maladie qui est quand même assez compliquée, qui touche plusieurs organes. Oui, la mucoviscidose, c'est une maladie monogénique, on est d'accord. On parle des bronches, du mucus dans les bronches, c'est vrai que c'est ça la maladie. Mais on parle... Un excès de mucus dans les bronches, hein, c'est vraiment... Un excès de mucus dans les bronches, des sécrétions qui sont trop épaisses, qui sont visqueuses, parce qu'elles ne sont pas bien hydratées et parce que la protéine qui permet l'hydratation du mucus, elle ne marche pas. C'est la protéine CFTR qui est codée par un gène et c'est celui dont on parle. Mais justement, ce gène, il est partout. Et les sécrétions, on en a partout. On n'en a pas que dans les bronches. On en a dans tous nos tuyaux et dans presque tous nos organes. On a besoin de fluide. Si ce fluide, il est collant, ben vous êtes collé partout. Du coup, la maladie, elle n'est pas que dans les bronches. Et si on développe de la thérapie génique pour les bronches, vous comprenez qu'on ne va pas atteindre les autres organes. Raté, ou plutôt pas encore gagné. Donc c'est complexe. Et aujourd'hui, on est à réfléchir à des essais thérapeutiques, plus que réfléchir, puisqu'il y a des essais qui démarrent de combinaisons synergiques, de modulateurs de la protéine, qui existent déjà sur le marché, et ça marche. Hein, c'est-à-dire qu'on arrive déjà, avec l'énorme progrès qu'il y a eu là dans les 10 dernières années sur les modulateurs, ce fameux CAF-trio, pour ceux qui connaissent, on arrive à moduler la protéine, donc c'est pas de la thérapie génique, mais on arrive à moduler cette protéine pour la rendre fonctionnelle, mais on gère pas tous les problèmes. Donc on a une protéine qui fonctionne pas bien ou qui fonctionne pas, et là avec ces modulateurs, on la transforme légèrement pour arriver à retrouver un peu de fonction. Voilà. Mais l'idée, c'est d'aller encore plus loin, c'est-à-dire c'est de combiner potentiellement la thérapie génique avec ces modulateurs ou d'autres traitements possibles. Absolument. La fabrication de la protéine et puis le perfectionnement de la fonctionnalité de la protéine. Et il faut savoir que il y a des patients qui ne sont absolument pas répondeurs ou éligibles à des traitements de la protéine. Donc pour eux, il est extrêmement urgent de développer d'autres stratégies, et c'est celle dont on vous a parlé, les oligonucléotides, l'ARN messager et la voie de l'ADN. Donc si on reprend cette voie de manière simple, hein, c'est-à-dire qu'on aurait la thérapie génique qui va aller modifier le gène défectueux dans le noyau de la cellule, au cœur de la cellule, dans l'ADN. Ensuite, on va avoir de l'ARN qui va sortir, enfin qui va être produit et qui va permettre de fabriquer cette protéine. Mais cette protéine, on va essayer avec les modulateurs de la rendre encore plus efficace pour avoir un médicament encore plus fort sur la maladie, quoi. Tout à fait. On va vers vraiment une combinaison d'innovation. Alors, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que la maladie ne concerne pas que les voies aériennes, ça concerne un peu tous les organes. Est-ce qu'on peut, Anne, envisager aussi dans ce cas-là un traitement systémique, c'est-à-dire une thérapie génique, par exemple, qui serait capable d'aller agir spécifiquement sur tous les organes qui sont touchés par la mucoviscidose? En principe, oui, si on pouvait trouver effectivement le bon vecteur qui puisse faire ça, je pense que c'est du domaine du possible. C'est pas encore le cas, mais il y a des équipes qui travaillent dessus pour avoir justement un traitement en une seule fois, puisqu'on sait que ce soit des vecteurs viraux ou non viraux, on a quand même un risque, si on réadministre plusieurs fois le traitement de thérapie génique, de voir des réactions indésirables, notamment immunitaires, se manifester. Donc autant le faire effectivement d'une façon un peu définitive. Donc oui, je pense que c'est du domaine du possible, effectivement. Ça fait partie des pistes de recherche. Tout à fait, oui. Alors là, on a parlé d'un cas, j'allais dire, simple, avec des guillemets, des grandes guillemets, parce qu'on est dans une situation où on a un gène, une maladie, un gène défectueux, une maladie, mais il y a aussi des situations qui sont beaucoup plus complexes, où on a plusieurs gènes qui sont responsables d'une maladie. Là aussi, on envisage quand même la thérapie génique. Alors, ça peut être dans quel
quel cas, par exemple, peut-être dans le cas des cancers? Justement, on a parlé de la thérapie génique pour les maladies génétiques monogéniques, qui représentent peut-être quelques milliers de maladies. On a évidemment un cas d'application de la thérapie génique qui est extraordinaire, qui est justement la capacité d'aller ingénierer les cellules du système immunitaire, et dans ce cas-là, de l'appliquer dans le cancer. Et aujourd'hui, sur les 40 médicaments de thérapie génique autorisés donc à être mis sur le marché globalement dans le monde, il y en a un bon tiers en fait qui correspondent à ce qu'on appelle des cellules CAR-T, c'est-à-dire chimérique antigène récepteur en anglais, c'est-à-dire en fait un gène qu'on a apporté dans des lymphocytes des malades atteints de cancer. Lymphocytes des cellules immunitaires. Voilà, c'est-à-dire des cellules immunitaires, de l'immunité cellulaire, pour leur donner une fonction spécifique pour aller tuer les cellules cancéreuses. Et donc ça fait quand même, effectivement, c'est un grand succès de la thérapie génique. On estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 40 000 personnes qui ont été traitées avec des cellules CAR-T de par le monde. Donc c'est vraiment des stratégies. Il ne s'agit plus d'expériences de petits cas d'école. Hein. On parle vraiment de stratégies qui sont très largement utilisées et qui ont montré une efficacité impressionnante dans certaines maladies cancéreuses. Il ne faut pas généraliser. Il y a en particulier ce qu'on appelle les hémopathies lymphoïdes B, c'est-à-dire les lymphomes B, leucémie aiguë, lymphoblastique B, etc. sont des cas particulièrement sensibles à l'effet des CAR-T, et on peut maintenant, ou myélome multiple par exemple, on peut traiter donc ces maladies avec ces cellules qui sont dirigées pour enlever les cellules B. Alors, pour resituer, les cellules CAR-T ou CAR-T-cell, on entend souvent, ça fait partie de ce qu'on entend aussi beaucoup aujourd'hui dans le traitement du cancer, des immunothérapies. Donc voilà. C'est-à-dire des thérapies qui utilisent le système immunitaire pour s'attaquer au cancer. Mais ce qui est assez fascinant, je trouve, dans cette technologie-là, c'est qu'on prélève aux patients des cellules T de ses propres cellules, qu'on va souvent envoyer très loin d'ailleurs, pour les modifier. Elles vont partir en avion, elles vont revenir à l'hôpital et on va lui réinjecter ces cellules qui ont été modifiées. C'est bien ça, hein? Tout à fait. C'est effectivement le schéma actuel de la thérapie génique et cellulaire dans le cadre donc de l'immunothérapie avec les cellules CAR-T. Il y a effectivement un gros débat sur le modèle logistique, économique et tout qui s'applique, parce que c'est compliqué. Ça prend également du temps, puisqu'il faut quand même que le patient soit capable d'avoir donné des cellules et qu'au laboratoire, ces cellules puissent être purifiées, amplifiées, modifiées génétiquement, contrôlées, etc. Ensuite renvoyées au patient. Donc il y a quand même des cas dans lesquels l'évolution de la maladie va peut-être pas forcément permettre de pouvoir faire cette approche-là. Donc justement, je reviens d'un congrès international qui a eu lieu ces jours à Séville, où on a eu la présentation de la première stratégie qui a été mise en œuvre d'ailleurs en Chine, mais par une équipe belge, qui a montré qu'il était possible d'aller fabriquer ces CAR-T en injectant tout simplement directement le vecteur au patient, ce qui permettra d'avoir donc un traitement immédiatement disponible. On n'a pas besoin d'attendre de fabriquer ces cellules. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de prendre les cellules, les prélever, les amplifier, les envoyer dans une usine à Cartier et les ramener. Ou les fabriquer à l'hôpital, mais en tout cas, voilà, on peut. Alors, il faut peut-être pas trop s'exciter, c'est très 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 nouveau. Il y a que 4 patients qui ont été présentés. Bon, c'est pas encore complètement, mais ça donne une perspective extrêmement encourageante sur les possibilités de développement de ces approches de thérapie génique pour les CAR-T chez certains patients. Ce qui n'empêche pas qu'on continue à utiliser ce qui marche déjà très bien. Je vous ai dit qu'il y a quand même 40 000 personnes traitées avec des taux de réussite qui sont vraiment impressionnants. On a effectivement des gens qui sont en bout de course en termes de résistance au traitement et qui, dès qu'ils reçoivent leur CAR-T, du coup, arrivent à éliminer complètement en fait leurs cellules tumorales. C'est quand même très impressionnant. Et on a de plus en plus d'utilisation des CAR-T justement pour aller traiter des tumeurs solides. Il y a du glioblastome actuellement. Il y a aussi des sarcomes qui sont traitables. Donc franchement, c'est vraiment des applications très encourageantes. Alors juste pour finir sur ce point-là, est-ce qu'on peut envisager que ce type d'approche thérapie génique avec des cellules, pas de cellules, on puisse imaginer le traitement de maladies un peu plus communes, entre guillemets, avec, je pense au diabète par exemple, ou la maladie d'Alzheimer. Est-ce que ça fait partie aussi des voies C'est ce qu'on voudrait pouvoir faire, ces maladies polyfactorielles. Ça
reste quand même très difficile parce qu'il faut avoir la bonne hypothèse thérapeutique. Donc effectivement, on n'a pas forcément besoin d'aller corriger ou ajouter le gène ou le modifier, le gène causatif de la maladie ou les gènes. On pourrait effectivement court-circuiter et amener quelque chose qui remplace. Voilà. Donc il y a des gens qui travaillent beaucoup, par exemple, sur la voie du cholestérol dans certaines maladies neurodégénératives. Pour la maladie d'Alzheimer, il y a effectivement des stratégies qui permettraient d'éliminer, par exemple, les plaques amyloïdes. Bon, c'est pas ma spécialité, donc je vais pas rentrer dans le détail, mais on peut voir aussi effectivement des stratégies indirectes qui vont aller enlever les dépôts, en fait, par exemple, de la dégénération maculaire liée à l'âge. Donc, on commence à voir effectivement ces approches-là qui se développent. Alors pour finir sur ce point-là, on parle aussi souvent de risques liés à l'usage de ces thérapies, de risques et aussi d'éthique, c'est-à-dire comment on doit les utiliser et à quoi on doit faire attention en particulier. La thérapie génique, ça reste quand même très largement expérimental, même si on a donc tous ces médicaments qui ont été enregistrés, et la plupart restent quand même au stade d'essai clinique, donc qui visent à étudier justement leur tolérance, les doses, et il faut absolument être préparé au fait que c'est des médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires, voire graves, voire dans certains cas très rares conduire à la mort. Mais il y a eu des cas effectivement de gens qui ont qui sont décédés suite à des essais de thérapie génique. Donc il faut surveiller ça de façon très très attentive. On connaît un certain nombre de risques qui sont associés à l'utilisation de certains vecteurs. Par exemple, les vecteurs qui vont aller s'intégrer dans le génome et ce que l'on souhaite faire pour justement faire en sorte que le codage génétique qu'on amène se perpétue dans les cellules. Je pense par exemple aux cellules sanguines qui se multiplient. Il faut bien intégrer. On peut avoir un risque effectivement d'insertion là où on veut pas et d'insertion mutagénique. Donc on le surveille, on fait du séquençage, on surveille les patients. On peut avoir évidemment les problèmes de réponse immunitaire dont on a parlé, puisqu'il y a toujours des éléments viraux. Alors les gens peuvent réagir contre ces choses-là, ou ça dépend de la dose. Donc il faut rester prudent, il faut rester très rigoureux sur l'approche scientifique qui est apportée sur la thérapie génique. On a également aussi sur les approches in vivo, quand on va injecter un vecteur qui va avoir une correction du corps global, la possibilité effectivement, malencontreusement, d'avoir une transmission à la descendance, ce qui est aussi quelque chose qui est éthiquement non désirable. Et donc du coup, il faut surveiller ça et développer les bons outils. On modifie ou les approches on modifie le gène chez le parent et on se rend compte qu'il peut être transmis aux enfants. Exemple, oui. Et donc là, c'est vraiment problématique. Ouais. Justement, ça c'est vraiment important parce que là, on touche du doigt la relation avec le patient. Quand on monte un essai clinique, il y a une relation qui peut être assez complexe avec le patient. Il faut lui expliquer quels sont les avantages pour lui, quels sont les bénéfices qu'il peut en tirer. Merci de poser cette question parce que c'est pas trivial. En fait, la recherche, elle marche s'il y a des patients. Et si les patients sont au courant et si les patients veulent. Et le corollaire de tout ça, c'est d'avoir une équipe la plupart du temps donc hospitalière de recherche qui a ses objectifs avec le patient. Alors cette alliance en fait médecin investigateur équipe de recherche, elle est fondamentale si on veut que les patients participent. Les patients et les témoins qui n'ont pas de maladie avisent à la population. Oui, ça c'est important peut-être de le préciser parce qu'il y a aussi dans les essais cliniques il y a les gens malades et puis il y a ceux avec lesquels on compare en fait l'efficacité du produit. Il y a les gens qui sont sains et qui participent aussi à l'essai clinique. Donc il y a peut-être aussi ici dans la salle des gens. Plus la population est concernée par le problème et participe, plus les choses avancent. C'est partout pareil et particulièrement vrai dans le domaine de la recherche où, comme disait Anne, c'est complexe. Participer à un essai thérapeutique dans le domaine de la génétique, c'est quoi ? C'est s'exposer à des effets secondaires possibles qu'on a vus par le passé, qu'on ne voit plus aujourd'hui ou quasiment pas, qui sont des essais qui sont extrêmement prometteurs, mais un patient qui va participer peut être exclu de participer à un autre essai thérapeutique puisqu'il a tester ce médicament à visée génétique. Donc c'est complexe. Quand on participe à un essai thérapeutique, il est extrêmement important de discuter avec toute une équipe. Et l'avantage de la mucoviscidose, c'est qu'on est bien organisé.
sur le plan local et sur le plan national. Sur le plan local, moi je travaille avec une équipe de recherche qui est représentée par Alexandre Coudra, qui coordonne les essais thérapeutiques avec moi, et sans ce binôme, on n'aurait jamais pu y arriver. Il est évident que au-delà des barrières administratives, on arrive à faire beaucoup de choses à l'échelle locale, mais au niveau national, il y a une plateforme nationale de recherche clinique que l'on anime d'ailleurs et qui est importante pour sensibiliser les patients. C'est en accord et coordonné par l'association des patients. On travaille ensemble et c'est là où l'information peut être donnée, rassurée aussi. Et les patients viennent vers nous, entre guillemets, pour nous dire comment ça se passe, j'aimerais participer. La plupart du temps, c'est pas possible. Oui, c'est ça qui est étonnant, parce qu'en fait, il y a aussi, pour une personne qui est malade, il y a pas souvent de solutions disponibles sur le marché, mais il peut y avoir des offres d'essais cliniques, en fait. Il peut y avoir un choix, et ça va être des choix difficiles, parce que on s'engage dans tel essai, mais ça veut dire que potentiellement, on pourrait pas aller dans tel autre essai qui va démarrer 6 mois plus tard, et qui peut-être sera mieux. Tout à fait. Ils sont suffisamment rares pour pas avoir tout ce choix, hein, et les patients finalement rares eux-mêmes, puisqu'on parle de patients non éligibles au traitement habituel. Hein, donc c'est une partie rare de la maladie rare, hein, mais c'est ce qui se passe partout et de plus en plus avec d'autres maladies rares, et on a de plus en plus des thérapies ciblées. Donc il nous faut tester chez les patients. Encore faut-il que les patients se manifestent, soient informés et aient envie de tester les médicaments. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps, mais je vais juste peut-être évoquer quand même certaines difficultés, notamment dans la production des vecteurs. Anne, ça, c'est peut-être un point important dont on peut parler. Ce sont aussi des thérapies qui coûtent assez cher. Tout à fait. Pour les approches en particulier qui utilisent les administrations intraveineuses en corps entier, je pense par exemple aux stratégies qui visent à corriger par exemple même l'hémophilie, hein, où on veut délivrer par voie intraveineuse des vecteurs et le gène thérapeutique dans le foie, ou alors encore plus difficile, c'est les doses encore plus élevées qui veulent délivrer le vecteur dans le muscle squelettique du corps entier. On est sur des doses très très élevées par exemple de ces vecteurs adéno-associés, et donc ça veut dire qu'il faut les produire dans des bioréacteurs, ça coûte très cher, et ça participe au coût élevé de ces thérapies géniques qui font beaucoup débat actuellement. Alors, on va essayer de finir tous les deux tous les trois, mais c'est surtout vous qui allez travailler quand même, sur une note un peu positive, parce qu'il y a quand même dans ce domaine-là beaucoup d'espoir, beaucoup de développement possible, dans la mucoviscidose en particulier. C'est indéniable. On vous a décrit les obstacles, hein, mais les succès et les avancées qu'il y a déjà sur le plan clinique sont majeurs. En dehors des innovations, les progrès que l'on a fait depuis 2000 avec le dépistage à la naissance, l'organisation dans nos CHU de centres pluridisciplinaires qu'il faut soutenir parce que c'est pas toujours évident, hein, mais bien travailler sur les symptômes, c'est déjà contrôler la maladie pour la plupart des patients. Et puis l'arrivée des modulateurs de la protéine a considérablement modifié les choses. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on vous dit, on envisage donc la synergie de tout ça. Une bonne prise en charge en pratique sur l'infection, le drainage, la nutrition, c'est fondamental, et l'aspect psychosocial, associé à de la recherche en thérapie génique, en synergie avec les modulateurs, on voit très clairement un contrôle parfait de la maladie dans les années qui viennent, et pour certains, c'est déjà le cas. On repousse vraiment les limites de la maladie, quoi. Il faut garder, bien sûr, toute cette humilité, hein, qu'Hippocrate nous a bien demandé de garder en tête, parce que on est toujours surpris. La recherche, c'est ça, mais la recherche, c'est aussi beaucoup d'espoir pour d'autres pathologies, et ça, en soi, cette recherche est très, très encourageante. Alors, en 2 minutes à peine, aussi, il y a de grands espoirs avec. Moi, je trouve que c'est remarquable la quantité d'applications dans laquelle la thérapie génique a vraiment maintenant démontré son efficacité. On a de la correction à très long terme. Je parle de 13 ans maintenant de recul sur les patients traités pour l'hémophilie, où on a une expression de leur facteur neutre très stable. On a le traitement de la drépanocytose avec des approches de CRISPR. Hein, c'est quand même des nouveaux outils des ciseaux moléculaires en fait, qui viennent maintenant d'être des
médicaments autorisés. On a Huntington, la maladie d'Huntington. Vous avez certainement entendu dans la grande presse qu'il y a effectivement une thérapie génique qui permet de stabiliser ou de retarder l'apparition des symptômes chez les patients. Donc vraiment, maintenant, on a une multiplicité des applications de la thérapie génique avec des succès qui sont indéniables. Et ça, je trouve ça extrêmement encourageant. Donc, en tant que chercheur, ce qui compte, c'est encore mieux, plus spécifique, utiliser effectivement des outils qui vont avoir moins d'effets négatifs sur les cellules, avoir aussi des outils moins chers, plus, on va dire, démocratiques, parce qu'aujourd'hui, la thérapie génique, ça reste quand même une stratégie qui est utilisable surtout dans les pays développés et un peu moins donc dans les pays qui n'ont pas des moyens économiques suffisants, mais pourtant, il y a des grands besoins. Donc, je pense que c'est ça un peu notre défi, c'est de simplifier, de rendre ça plus sécure encore et plus accessible. Merci beaucoup, merci aussi pour ces très beaux messages d'espoir. On vous applaudit. Et nous allons effectivement prendre quelques questions dans le public. Donc, levez la main. Je pense qu'il y en aura un certain nombre. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Je voulais en fait 2 précisions pour les bronches avec la mucoviscidose. Est-ce que c'est un gène qui est incorporé dans l'ADN ou non? Et la deuxième chose, est-ce que les ciseaux moléculaires ont permis justement d'éviter une insertion très aléatoire dans le génome, parce que vous avez parlé des enfants Necker au début, mais il me semble qu'il y en a quand même 3 qui sont morts d'une leucémie derrière, parce que justement le gène s'était inséré à un endroit régulateur. Donc, quelles sont les avancées là-dessus? Alors, sur la partie... Voilà. Alors, je vais répondre sur la deuxième partie de la question. Effectivement, il y a eu des effets indésirables qui étaient liés à l'insertion des vecteurs et surtout, en fait, à la conception des outils qui avaient été utilisés à l'époque. Parce que l'insertion dans le génome semi-aléatoire, c'est pas forcément un problème. Ce qui est important, par contre, c'est que si on s'insère et qu'à côté de ça, on active les gènes et en particulier, on donne un avantage aux oncogènes, là, c'est un vrai problème. Donc, tout ça a été bien compris, bien étudié et maintenant, les vecteurs ont été modifiés pour qu'ils soient justement... on enlève, en fait, ces annonceurs promoteurs, justement, qui posent problème. Ça reste, évidemment, il y a eu effectivement non seulement les enfants à Necker qui sont décédés, mais d'autres ailleurs dans des essais similaires. Donc, on surveille ça avec beaucoup d'attention et ça ne se passe pas chez tous les patients, mais ça reste un risque qui est complètement associé en fait à la conception du vecteur. Et maintenant, tous ces vecteurs-là ne sont plus utilisés. Dans le domaine de la mucoviscidose, il y a eu, à ma connaissance, aucun décès dans le domaine de la thérapie génique. Et la vraie question, c'est en fait, on veut traiter les bronches parce que les patients meurent d'insuffisance respiratoire, parce que les bronches s'infectent, se détruisent. Donc c'est la cible numéro 1. Mais comme je vous le disais, la maladie, c'est bien autre chose. Donc on aimerait atteindre autre chose. Mais pour l'instant... Donc, la cible, c'est les bronches. Et donc, pour répondre clairement à votre question, atteindre les bronches avec notre vecteur, donc, qui est soit synthétique, soit viral, notre ADN qui veut remplacer l'ADN ou une fraction de l'ADN dans notre cellule, il va avoir beaucoup d'obstacles. Donc, l'expression de l'ADN dans la cellule, elle est très aléatoire et potentiellement aujourd'hui trop furtive et nécessite donc d'autres inhalations. Donc c'est pas la guérison définitive. On a oublié de parler de ça, mais effectivement, les cellules pulmonaires se renouvellent, donc il faut renouveler la thérapie génique et c'est une des difficultés aussi dans cette maladie, quoi. Et peut-être pour compléter notre réponse, puisque Madame a évoqué les ciseaux moléculaires, c'est vrai que justement on pourrait se dire que des ciseaux moléculaires qui vont aller agir à un endroit bien spécifique, c'est ce qu'il faut faire. Donc c'est exactement effectivement ce qu'on souhaite faire. Il faut être prudent quand même parce que la théorie c'est ça. En pratique, on peut avoir aussi des effets off-target. On peut avoir malheureusement des ciseaux moléculaires qui vont couper un petit peu trop et qui du coup font de la toxicité. Donc voilà, on améliore à chaque fois les outils. Il reste quand même toujours des problèmes. Chaque outil a ses avantages et des inconvénients. Donc voilà, on continue d'avancer. Et maintenant, en dehors des ciseaux moléculaires, on a justement maintenant des ciseaux, enfin, qui sont plus des ciseaux d'ailleurs, ils viennent simplement éditer sans couper l'ADN sur les 2 brins et être encore moins toxique. Donc ça fait partie des stratégies, en sachant qu'on peut pas appliquer tout pour tout. Quand on veut faire un transfert de gènes, c'est plus facile d'utiliser un vecteur. Quand on veut
réparer ou inhiber un gène, on fait un ciseau moléculaire. Quand on veut éditer une base, on fait un base éditeur. Donc voilà, en fait, ça dépend aussi des approches qu'on veut avoir. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question. On vous écoute. Pardon, est-ce que vous pouvez le passer, s'il vous plaît? Merci, monsieur. Est-ce qu'on pourrait appliquer la thérapie génique à la mucoviscidose forme digestive? Excellente question. La réponse est oui. Mais il faudrait que la cible, qui serait donc l'épithélium digestif, puisse bien garder cet ADN et ne passe pas dans la cuvette. Petit 1. Petit 2, il y a beaucoup de sécrétions également dans le tube digestif. Donc, accéder à l'épithélium est un obstacle. Et petit 3, j'ai envie de dire, il faut que la maladie digestive ne soit que dans le tube digestif. En fait, elle n'est pas que dans le tube digestif, malheureusement. Elle est dans le foie, dans les vésicules biliaires, dans le pancréas, dans tout plein d'autres petites choses, y compris les os. Donc, c'est complexe. Et probablement que l'idée d'un traitement par voie systémique, donc orale, avec une distribution dans tous les organes sans toxicité, serait évidemment l'idéal. Donc, pour l'instant, c'est vraiment la combinaison de stratégies qui est le plus pertinent, avec un focus particulier pour la thérapie génique dans les bronches, puisque c'est ça la problématique numéro 1. Merci beaucoup. Je pense que vous êtes disponibles l'un et l'autre pour répondre à quelques questions supplémentaires au premier étage. Merci, on vous applaudit une nouvelle fois. Merci beaucoup, Olivier. De nouveaux échanges passionnants et porteurs d'espoir. Et on se retrouve donc dans quelques minutes pour la conférence suivante, comment nos gènes influencent aussi la réponse au traitement. Merci beaucoup.